Je me suis assez vite reconfronté, au bout de même pas 3 jours, à essayer de trouver des clients. Et je crois que j'ai trouvé une faille à tout ça. Et ça, je le remarque depuis récemment parce que ça m'était jamais arrivé dans ma vie. J'ai commencé à avoir des doutes sur mes capacités à réussir n'importe quel rêve. Salut, je suis designer. Je m'appelle Johan Wackernagel et depuis petit j'analyse ce que je vis et m'imprègne de ceux qui m'entourent. Ça éveille en moi toujours plus d'idées ambitieuses mais suis souvent limité par des contraintes techniques et financières. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de créer sans limite et je compte me servir de cette opportunité pour vous partager mon univers. Mon but est de voir à quel point les cartes sont rebattues et jusqu'où je peux aller en produisant mes idées et si elles peuvent me faire gagner ma vie. Alors si ça t'intéresse de me voir avancer, je documente mes expériences qui mêlent art et business. Bienvenue dans mon histoire. Bon, j'ai du matériel qui me casse. Le trépied fait que tomber, la carte SD elle se reconnaît plus. Il y a toujours un problème. Vraiment pareil quand je travaille, des fois mon clavier il se déconnecte. Tu comprends pas pourquoi. Ça me rend ouf. Vraiment les trucs qui ne marchent pas là. T'es là, t'es censé te concentrer à être productif et tout. Et d'un coup t'es handicapé par la technique parce que le matériel il fonctionne pas. Ça me saoule tout simplement. Bon, j'ai déjà filmé cette séquence mais ça a planté. Nick, je la refais. Du coup je disais que cette semaine, là on est vendredi soir, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu et je suis assez fier de moi. Parce qu'en fait, je me suis redirigé vers une nouvelle prestation de service, une agence. Mon but c'est de proposer à des créateurs de contenu dans la niche du business en ligne, de les aider sur leur création de contenu, donc de produire que ce soit leur contenu court, leur miniature, et de manière générale de faire du contenu brandé, de les aider dans leur création de personal branding, de leur marque et tout. Je me suis assez vite reconfronté, au bout de même pas 3 jours, à essayer de trouver des clients. Parce que l'autre fois, quand j'avais créé mon agence dans l'IA, j'avais mis 2 mois à me confronter au moment où je allais devoir trouver des clients. Donc j'ai mis beaucoup trop de temps à créer l'offre et tout. Enfin bon, après j'apprenais sur le tas, donc c'est normal. Quand tu apprends, tu prends plus de temps, c'est logique. Là c'est la 2e fois, ou en tout cas j'ai réfléchi beaucoup de fois. Donc maintenant, créer une offre, ça va beaucoup plus vite pour moi. Mais sauf que je me suis rendu compte que même au-delà du business et tout ça, je suis ce genre de mec qui adore remonter le terrain avec le ballon, faire toutes les actions, tracer tout le monde et tout. Et puis au moment où il faut mettre le but, hop, il lâche la balle et il s'en va, il fait autre chose. Et il faut que j'arrête de faire ça, sinon je gagnerai jamais le match en fait. Il faut mettre les buts au bon moment. Et ouais, c'est ça que j'ai eu un peu l'impression d'avoir fait la dernière fois. Au moment où il fallait trouver des clients, j'ai essayé un peu et tout, puis dès que j'ai eu des obstacles, j'ai arrêté. Et je me suis trouvé des excuses en mode ouais, ça me plaît pas et tout. C'est vrai, ça me plaît pas, c'est pas là-dedans que je suis fort et tout. Sauf que j'ai pas trop le choix. J'ai compris que j'étais plus fort dans la création de contenu, mais ça prend du temps et j'ai pas forcément ce temps, donc il va falloir que je me bouge. Et cette semaine, je suis content parce que j'ai réussi à me bouger. J'ai réussi à envoyer des prospections à des clients et tout. En gros, j'ai contacté directement par message Instagram les gars. Alors j'ai réussi à en contacter que 2, mais pourquoi? Parce que je l'ai fait de manière hyper personnalisée. J'ai fait des vidéos spécifiques pour chacun d'eux, où je leur montre comment je peux les aider, qu'est-ce qui va pas dans leur travail potentiellement et tout. Donc ça prend du temps. Mais factuellement du temps, j'en ai, tu vois. C'est pas comme si je faisais ça une heure par jour. En vrai, en ce moment, techniquement, j'ai que ça à faire. Donc, je vais le faire bien. Je vais jouer de mon unfair advantage qui est d'avoir du temps. J'ai pas encore de clients à satisfaire, donc je n'ai que de la prospection à faire, donc je la masterise à fond, je fais une prospection de luxe, je veux vraiment que quand je parle au gars, à un gars, pas une masse, ça peut être une meuf, mais en l'occurrence dans cette niche il y a beaucoup plus de mecs. Donc je suis content, j'ai rempli toute ma liste, maintenant j'écris sur papier au début de semaine tout ce que je vais faire dans la semaine et je les coche petit à petit. Avant je faisais pas ça, je me faisais des listes digitales, où je les sectionnais pas par semaine non plus, je faisais quand j'y pensais ou quand j'avais envie, mais en fait du coup je faisais jamais certains trucs. Donc là au début de la semaine je me mets des trucs et à la fin de la semaine il faut que tout soit rempli. Bon, je crois que c'est l'heure du confessionnal, il est 21h51, j'ai absolument rien foutu de ma journée. Enfin, à vrai dire, ça fait 2 semaines que je crois que je fais rien de mes journées. On est le 25 avril, ça fait 7 mois que j'entreprends seul et je crois que j'ai trouvé une faille à tout ça, c'est d'être seul. Et ouais, j'ai plus de jus. Je pense que j'ai plus de motivation, j'ai plus d'énergie dans le moteur, j'ai plus d'essence dans la volonté, il y a plus rien, j'ai plus de volonté, j'ai plus envie. Et comme je suis seul, il y a personne pour m'aider à relever la tête, il y a personne pour continuer le projet quand moi j'ai un creux. Et du coup, ça s'effondre tout.
Non, ça s'effondre pas tout, mais ça me ferait comprendre beaucoup de choses. J'ai déjà pas mal travaillé en équipe, notamment sur Faust en vrai, et sur la marque. J'ai toujours travaillé en équipe sur Faust. Je l'ai commencé avec des gens. J'ai eu l'idée avant et je ne l'ai pas lancé avant d'être avec des gens pour pouvoir le lancer. Même en me lançant avec des gens que je connaissais pas du tout, c'est comme ça que je l'ai fait et c'est sans doute du coup pour ça que ça tient depuis si longtemps. C'est en avril 2020 que j'ai eu l'idée, donc aujourd'hui ça fait on va dire à peu près 4 ans que je commence à avoir ces idées à propos du temps, de la théorie, du design lié au temps et tout ça. Mon agence dans l'IA, j'ai tenu 3-4 mois. Après, j'ai recommencé la création de contenu. Je m'épuise un peu déjà. En fait, je sais plus quoi raconter du coup. Et justement, c'est le seul truc que je pense qu'il faut que je continue de faire. Parce que, quoi qu'il arrive, j'ai toujours quelque chose à raconter. Et justement, ce que je vous raconte maintenant, c'est le fait que j'ai rien à vous raconter. C'est un peu paradoxal, mais justement, ça m'en tire des conclusions. Le fait qu'en étant seul, on va pas loin. Parce que tout bêtement, quand t'es en équipe, il suffit qu'il y en ait un qui ait le moral un peu en bas et pas l'autre, et ben c'est bon. Le vaisseau continue d'avancer. Et plus il y a du monde, plus ça génère un momentum. Là, j'ai vraiment la preuve que quand on est seul, quand on met la tête dans l'eau, il y a personne pour nous la faire ressortir. Quand soi-même on n'a plus d'essence, ben il y a plus grand monde pour faire avancer le vaisseau et c'est terrible parce que toute la machine s'arrête. Et une fois que la machine est arrêtée, il y a plus d'élan, il y a plus de momentum, il faut le recréer et c'est encore plus dur pour repartir. Et oui, c'est ça qui est horrible. C'est qu'en faisant les choses seul, solopreneur, ça dépend que de pas grand-chose en fait. C'est tous les œufs dans le même panier, c'est tous les œufs dans le même humain, une seule énergie humaine. Et du coup, bah, quand ça se casse la gueule un petit peu, mais il y a rien de grave, il se passe rien de fou dans ma vie, là. Enfin, il y a rien de grave qui m'a impacté. Juste, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de penser à autre chose, ou une nouvelle vision, ou j'en sais rien, mais juste, j'ai plus d'inspi, là. J'ai plus d'idées, j'ai plus de motivation, j'ai plus de volonté, j'ai plus d'envie, j'ai plus envie. En vrai. Et tu vois, en cours récemment, on m'a réappris une technique que j'utilisais plus ou moins déjà, mais qui s'appelle la technique des 5 why. En gros, quand tu as un problème, tu te poses 5 fois la question de pourquoi tu as le problème pour trouver potentiellement la vraie cause et donc la solution. Et donc pouvoir continuer à chercher une solution. Et bah là, vraisemblablement, quand je me demande pourquoi j'arrive plus à avancer, bah quand je remonte en me disant pourquoi, je crois que j'ai juste plus envie là. J'ai pas envie. Je le fais parce que je me force. Là, ce mois d'avril, je suis arrivé à une situation où tout ce que je fais, je le fais parce que je me suis dit que j'allais le faire et qu'il fallait que je le fasse. Mais je retrouve plus cette flamme qui me fait le faire. Et à la base, je fais les choses parce que j'ai une sorte de carotte au bout qui me donne envie. Et je me suis mis à faire les choses parce que j'ai un bâton qui me tape dessus. Ça s'est petit à petit transformé avec la pression de devoir faire de l'argent pour vivre. Ça s'est transformé en une corvée en fait. Enfin, pas une corvée, non, c'est dur, mais ça m'a mis une pression de temps, une deadline qui n'était pas correspondante avec ce que je faisais, avec la création de contenu. En fait, essayer de faire de l'argent avec sa passion, ça biaise la passion, tout simplement. Et ça, je l'avais déjà compris l'année dernière. Je l'ai déjà compris plusieurs fois. Et donc, j'ai pas envie, finalement, de m'obstiner à essayer de faire ma passion mon métier. Mais maintenant, mon nouveau but, c'est d'essayer de continuer à pouvoir exercer ma passion tout en vivant confortablement, même si les deux sont pas directement liés. Ma marque de vêtements, j'ai totalement envie de la continuer. J'ai plein de choses à vous partager et qui vont arriver. On va créer des choses encore plus folles. Je vais créer à la main, revenir aux sources. Au niveau de l'entrepreneuriat, de la création au sens large, de produits, de services, d'un business qui tourne, d'une machine, d'un système qui est rentable, qui sert au monde, qui crée quelque chose de valeur, ça, évidemment, j'ai toujours envie de faire ça. Tu vois, quand je reprends mon carnet, là, il y a quelques semaines, j'ai écrit « Je suis content parce que je me rends compte que c'est vraiment dur. Et donc, je suis en train de réussir quelque chose que peu de monde peut faire. » Et finalement, à quel point je réussis, tu vois. Et là, je suis rentré un peu dans une spirale relou, où en tout cas, j'ai commencé à avoir des doutes sur mes capacités à réussir n'importe quel rêve. À travers tout ça, j'ai aussi compris que, tu vois, petit, naïvement, plein d'espoir, ou pas forcément petit, hein, mais on peut, au premier abord, se dire, quand on se donne les moyens, on peut tout faire. Genre vraiment, tout est possible à partir du moment où tu travailles pour. Alors oui, en soi, je pense que c'est vrai. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un peu plus d'éléments dans l'équation que ça. Il y a des lois de la nature qui sont pas changeables. C'est normal qu'un humain seul à des moments de down ou des moments un peu moins motivés, pas forcément si grave que ça. Et de fait, c'est la science. S'il y a personne d'autre pour aider dans le projet et tout, ça va vers le bas et c'est un fait en fait.
Et peut-être que j'ai pas trouvé encore l'environnement, le bon équilibre pour pouvoir travailler seul longtemps. Et peut-être que ce n'est juste pas possible. Peut-être que juste travailler avec d'autres personnes, ce serait plus intelligent. Mais aujourd'hui, c'était ce dont j'avais besoin, de travailler seul, de me tester moi-même, de me retrouver seul face aux problématiques pour être sûr que ce soit moi qui trouve les solutions. Pour apprendre, là, je me confronte à une problématique qui, paradoxalement, m'apprend que c'est pas en étant seul que je vais la solutionner. Quand on travaille à plusieurs, on peut être déçu des autres. Quand on travaille seul, on peut être déçu par personne. Mais comment il dit Bébé Jacques là, quand tu t'étrangles, il y a personne pour... Attends, il y a Bébé Jacques qui a sorti une bête de phrase comme ça. Être libre, c'est pouvoir manger ce qu'on veut, mais d'avoir personne pour t'aider à recracher la cacahuète si tu t'étouffes avec ou un truc comme ça. J'ai plus forcément beaucoup d'idées, d'énergie, d'envie pour entreprendre seul. Il y a un moment où je vais avoir besoin d'argent pour vivre. Ça, ce serait bien. Parce que je n'ai pas gagné d'argent avec ce que je fais là. Et donc, est revenue à moi l'idée de trouver un emploi pour me faire de l'argent, vivre et être tranquille et pouvoir faire ce qui me plaît vraiment, sans forcément la pression d'essayer d'en faire de l'argent. Et puis, je commence à comprendre aussi que j'ai testé tout ce que j'avais à tester, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Maintenant, je pense que j'ai de nouveau beaucoup à apprendre d'autres personnes. En fait, il faut que de nouveau j'emmagasine des choses pour potentiellement avoir des nouvelles idées et avoir d'autres choses à tester. Donc, j'ai commencé à me dire que j'allais refaire du salariat, retrouver une boîte avec qui travailler dans mon domaine, le design. En fait, retourner au salariat, là, je l'ai vraiment ressenti comme une porte de sortie parce que je m'étais créé un espèce d'entonnoir avec une deadline et comme je voyais pas quelque chose qui se construisait dans mon soloprenariat, c'est devenu une angoisse en fait, une petite angoisse. Et paradoxalement, c'est aussi un échec au fond de moi. J'ai l'impression, et il faut pas que je me le dise comme ça, c'est absolument pas le cas, c'est complètement déraisonnable, complètement faux, mais il y a une part de moi qui a abandonné ses rêves. Il y a vraiment une petite partie de moi là pendant quelques jours. Alors aujourd'hui ça commence à aller mieux, où je commençais à me dire bon peut-être c'est pas pour moi, peut-être j'y arriverai pas à construire quelque chose qui fonctionne, à construire un business qui tourne, une machine qui vit d'elle-même. Et ça m'a un peu déboussolé parce que en fait je me rends compte à quel point c'est un rêve grand dans ma tête. Et finalement tant mieux que ça arrive pas si tôt parce que si j'y arrivais dès cette année, je serais peut-être un peu perdu une fois que ça marcherait. Du coup, ça me laisse le rêve que j'y arrive un jour. Et je suis encore jeune, donc j'ai vraiment le temps. Mais ouais, ça m'a laissé me rendre compte à quel point ne jamais être libre, finir dans le salariat toute ma vie et tout, parce que je serais incapable de faire un truc par moi-même et tout, c'est aussi un échec. En fait, j'ai l'impression d'avoir atteint un plafond. Pour moi, le salariat, c'est un plafond. C'est une fois que tu l'as, c'est bon. Peut-être tu peux changer 2-3 fois de poste dans la boîte, je sais pas, mais pour moi, une fois que t'es là, voilà. Alors, j'ai l'impression, et on verra si j'obtiens ce job, si ça confirme qu'on peut être très épanoui, qu'on peut apprendre plein de choses, qu'on peut être très heureux parce que sécurisé, parce que y a des boîtes qui permettent de s'exprimer, qui permettent de donner ses idées. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est sûrement le cas dans certaines boîtes. J'espère que ce sera le cas de celles où je vais potentiellement rentrer. Mais pour moi, c'est quand même un plafond d'ambition. C'est un plafond d'ambition, le salariat. Je n'arrive pas à rêver à travers le salariat. Je n'arrive pas à me projeter, à grandir. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un truc qui bloque pour moi dans le salariat éternel. Parce que pour moi, là, de rejoindre une boîte, dans ma tête, c'est temporaire. Ah, peut-être que la temporalité, elle sera de 5 ans. C'est beaucoup. Sans doute, j'espère, peut-être, j'en sais rien. Si ça me plaît, tant mieux. Peut-être ce sera 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Peut-être que les choses vont changer et dans 2 mois, j'aurai un discours différent. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, jamais je peux me dire je rentre dans une boîte pour la vie. J'aurais trop du mal, mais dans tous les sens de ma vie, en fait, à me dire là, c'est bon, t'as atteint une situation et c'est fini. Maintenant, tu fais comme ça toute ta vie. Mais c'est une angoisse. Je préfère rien faire. Après, je le dis en rigolant, mais je crois que c'est ça. Et ouais, je crois que je préfère rien faire que soit pas réussir des trucs, des projets, soit stagner, ça m'angoisse. Ne pas avancer, ça m'angoisse. Même au plus haut niveau, en fait, peu importe le niveau, j'ai besoin de ce sentiment de pouvoir grandir toujours. Et ça, je le remarque depuis récemment parce que ça m'était jamais arrivé dans ma vie. J'ai toujours déjà grandi
que ce soit physiquement, mentalement, enfin en tant qu'humain. J'ai 22 ans, donc maintenant je commence à atteindre le moment où je grandis plus, je vieillis. Enfin, je me sens pas vieillir, mais je veux dire que je grandis plus, quoi, au sens physique du terme. Et pareil, je suis sur la fin de mes études, donc en fait, toute ma vie, j'ai vécu avec ce schéma de je vais passer à l'année d'au-dessus, après t'as ton bac, t'as ton truc, ton machin, hop, tac, les études et tout. Et là, je sais pas, dans ma tête, le schéma, c'est une fois que t'as un job, voilà, fini. Maintenant, jusqu'à 60 ans, 70 ans maintenant, je sais pas combien. Non, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Vraiment pas. Ben, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça, mais du coup, ça m'a un peu angoissé de voir mes rêves disparaître, d'avoir des doutes sur le fait que je puisse les atteindre un jour. Et à la fois me sentir plus trop avancé et tout, et voir ça comme une finalité, bah ça m'a un peu fait tomber dans un trou géant là. Changeant de sujet, j'ai envie de vous parler de ma vision du design. Plus je grandis, plus j'avance dans le design, dans les études, dans mes expériences perso et tout, plus je me rends compte à quel point le design c'est large. Et plus j'arrive à clarifier ce qui me passionne dans le design, plus j'arrive à matérialiser vraiment ce qui me plaît, ce qui me fascine, ce qui me fait vibrer dans le design. Et ça s'arrête absolument pas à faire des logos. Ça va même jusqu'à gribouiller des tickets de métro. Non, ça c'est juste parce que je m'emmerdais un peu. Quand j'ai créé Faust, il y a 4 ans, ma marque de vêtements, j'ai commencé un peu à philosopher, réfléchir sur le concept du design, le temps, la relation que ça avait entre les deux. J'ai compris que ce qu'on créait resterait dans le temps à condition que ce soit bien fait. Regarde les pyramides, ça a été fait d'une manière qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. C'est tellement bien fait que c'est ultra solide. Et c'est là des centaines de, je sais pas combien d'années en fait, je suis très mauvais en histoire. Mais c'est là bien après et encore aujourd'hui on est en mode waouh, stylé. Et rien que ça, bah déjà ce thème-là, j'ai essayé un peu de le développer avec mon petit niveau de vocabulaire à moi et ma facilité de communication à moi aussi. Et du coup, un message assez compliqué à faire transparaître à travers une marque de vêtements. Mais en gros, mon truc, c'était de dire « crée et fais-le bien » pour marquer ton temps. Et je sais pas si j'ai réussi à capter énormément de personnes aussi profondément que je l'aurais voulu à travers mes réflexions. Mais j'ai trouvé des auteurs qui parlent de la théorie du design et ça met des mots exactement et ça explore exactement cette partie de l'univers qui m'intéresse, alors même que je croyais pas que c'était un sujet, quoi. Eh ben si, c'est très rare. Dans une grande librairie, il y a un petit étage, machin, il y a une dizaine de livres, et j'en ai encore acheté un ce matin. J'ai lu le début, et ça m'intéresse de fou. Alors, c'est un peu de la masturbation intellectuelle, c'est vraiment des mots compliqués pour dire pas grand chose, mais à la fois, pour moi, ça a beaucoup de sens. Alors, ce premier livre-là, qui s'appelle Manifeste 2 de Nicolas Nova, Enquête, création, design, en gros, pour le faire simple, parce que le livre est assez court, hein, il est assez fin, mais assez compliqué à lire, c'est pompeux, c'est beaucoup de vocabulaire, des phrases complexes, pour finalement dire que un designer est un enquêteur, c'est un peu un chercheur, c'est un peu ce qu'est le chercheur dans la science, le designer, et chercheur dans la société, chercheur dans plein de choses, en fait, tous les domaines qu'il va explorer. Les théoriciens du design aiment dire que le design va bien au-delà de la création d'objets, qu'ils soient physiques ou numériques, que ça va bien au-delà même de la création de systèmes, parce qu'en vrai, quand on fait une application, on est en train de créer un système d'interaction. Et ben ça, c'est vrai sur les applications, mais c'est vrai aussi sur la société en général. Le manager, par exemple, il est designer d'un système d'interaction entre humains. Le scientifique, en soi, il est designer de nouvelles connaissances. Le designer en lui-même est capable de trouver des nouvelles connaissances, d'établir des nouvelles vérités, juste par ses expériences, par ses entreprises créatives. En fait, je me rends compte que, j'ai fait un bac S, j'ai grandi dans une famille scientifique. Et dans le design, ce qui me plaît, bien sûr, il y a tout l'aspect esthétique, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a tout l'aspect théorique, scientifique du design qui m'intéresse beaucoup. Par exemple, je sais plus où je l'ai écrit ça. En fait, dans un épisode, je crois que j'en ai déjà parlé. Dans le business, c'est le marché qui décide. C'est le besoin qui définit l'offre. C'est l'extérieur qui définit ce qu'on va produire, qui va définir le vrai, qui va définir ce qui aura de la valeur, ce qui saura exister du coup. Qu'est-ce qui marchera réellement?
Par contre, dans l'art, la créativité, le design, c'est le designer qui va décider de ce qui est vrai. Hop, stop, c'est le Johan du montage. En fait, je me rends compte que je suis pas super d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Du coup, je vais le reformuler avant même que vous entendiez la connerie que j'ai dite. Ce que j'ai dit à propos du business, comme quoi il est data-driven, que c'est le marché qui crée les règles et que nous, on obéit à ce qui existe pour essayer d'y répondre au mieux, ça, c'est vrai. Par contre, c'est pas dans le design que c'est le designer qui décide ce qui sera vrai et c'est lui qui impose son monde, sa vérité, sa réalité et c'est au public de l'accepter ou non, de l'interpréter ou non. C'est dans l'art. C'est l'artiste qui crée quelque chose, qui parlera à ceux à qui ça parle et tant pis pour les autres. Et justement, je pense que c'est le design qui relie les deux. C'est le design qui relie l'art et l'entrepreneuriat, c'est le design qui relie l'artiste au monde réel. Le design, c'est faire de l'art au service d'une problématique. Le design, c'est trouver une solution par une manière de penser singulière qui pourra aider n'importe qui d'autre qui utilise un outil, interagit avec ce qu'on est en train de créer. Alors bien sûr que quand on parle vraiment de design qui répond à une solution, on peut mettre un peu d'art pour que ce soit un peu plus agréable, un peu plus esthétique. Mais le design fondamental pour moi, c'est le design qui répond à une problématique. Le brouillon est tout aussi valorisable que le résultat final. Et ça, c'est exactement une phrase que dit l'auteur dans ce livre. Soulignons que l'originalité des projets de recherche-création provient d'une double singularité, la mise en place d'un dispositif et d'un processus d'enquête original et novateur aussi important que ce qui pourra en résulter, produit ou connaissance. C'est une création en tant que telle. Donc en fait, le processus par lequel est créé le résultat est tout autant une œuvre que le résultat lui-même. Et à partir de ce postulat, j'ai compris que oui, je m'intéressais au processus, au design d'interaction, au design de processus, au design de matériel, quel matériel on utilise pour créer, pourquoi je m'intéresse à écrire sur un carnet ou sur un iPad, pourquoi je m'intéresse à tout ça, pourquoi ça me passionne. J'ai compris que j'étais pas le seul et que c'était pas si stupide que ça et qu'en fait les processus, les biais par lesquels on crée sont tout aussi artistiques, tout autant valorisables que le résultat qu'on en tire. Et je ne sais pas pourquoi ce domaine de la théorisation du design m'intéresse beaucoup. C'est vrai que c'est complexe, ça sert pas à grand chose factuellement dans la vie. Mais ça me plaît et de temps en temps, ça me plaît d'avoir quelque chose qui me dépasse intellectuellement parlant. Je ne comprends pas tout dans ces livres, j'ai parfois du mal à les lire, mais je me sens dépassé et c'est ce qui me pousse à me dépasser. Si tu restes tout le temps dans un niveau de réflexion qui reste le tien, jamais tu pourras aller plus loin. Et donc là, j'ai passé encore un step ce matin en achetant un livre qui fait cette fois-ci 7 épaisseurs. Et j'ai commencé, effectivement, c'est tout aussi complexe, du coup je l'ai pas lu. Donc c'est très intéressant et je vous tiendrai au courant de ce que j'ai appris de tout ça. Théorie du design, une introduction. Et en plus j'aime bien parce que les livres comme ça ils sont bien foutus. Déjà t'as les règles typographiques d'un truc qu'on apprend vraiment, genre rien que le texte il est ferré à droite. Non, à gauche. Il est ferré à gauche parce que l'écriture en drapeau comme ça c'est plus facile à lire. Alors que dans tous les livres du monde, putain, c'est ferré des deux côtés là. Alors qu'en vrai c'est plus facile à lire comme ça. Livre de designer, livre bien foutu.